d'être tous là. Votre présence prouve l'importance des élections européennes, encore plus avec le mouvement des Gilets jaunes, qui met en avant les injustices à la fois pour les décisions, par les décisions d'austérité et leur application par notre gouvernement, qui bien sûr est en accord parfait avec Bruxelles. Notre candidate de la Somme, Evelyne Becker, vous expliquera son vécu sur les délocalisations, Goodyear entre parenthèses, et vous parlera de tout ce qui va se passer malheureusement avec l'austérité, avec les exigences de Bruxelles, et puis enfin, tout ce que vous savez beaucoup déjà malheureusement. Après, je vais passer la parole à Evelyne Becker. Après, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Et en fin de réunion, un petit verre vous sera offert convivialement, et puis on pourra continuer peut-être aussi la discussion. Alors, je vous remercie et je passe le micro à Evelyne. Oui, bien sûr. J'ai oublié de remercier monsieur le maire et les conseillers qui ont favorisé la possibilité de se réunir dans la salle des fêtes des retraites. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Evelyne Becker, je suis candidate aux élections européennes sur la liste de la France Insoumise. Je suis heureuse de vous retrouver pour partager cette soirée. Avant tout, je tiens à remercier les militantes et les militants qui ont permis la réalisation de cette soirée, parce qu'on est là, tous assis, mais il y a une organisation derrière. Et donc, on peut les applaudir. Merci pour ça. Les gens dans l'ombre, on ne les voit pas. Exactement. Comme nous, on les visible. Oui, c'est ça. Alors, pour que vous compreniez le sens de mon engagement politique à l'occasion de ces élections européennes, je vais vous parler un peu de moi. Donc, tout a commencé pour moi dans les années 2000, quand j'étais chez Goodyear. Et à cette époque-là, le groupe a décidé de supprimer certains acquis sociaux, et notamment pour les nouveaux embauchés. Donc, ce qui fait qu'il y avait des salariés qui avaient, eux, la prime de vacances et la prime de fin d'année, et d'autres qui ne l'avaient pas. Donc, il y avait un double régime. Et la CGT de chez Goodyear a lancé une procédure contre le groupe. Donc, moi, j'étais concernée par cette discrimination et par le fait qu'il y avait certains acquis que j'avais perdus. Et donc j'ai fait un dossier avec la CGT, et puis j'ai rapidement, alors moi je travaillais dans les bureaux, donc j'ai rapidement été convoquée par mon responsable qui m'a dit on a vu ton nom sur le dossier des prud'hommes, ça se fait pas, dans les bureaux on fait pas ça, bon c'est tout. Moi je suis partie en congé de maternité, et quand, avant de revenir, il y a eu l'audience, et donc bon, je suis allée à l'audience, et puis quand je suis revenue, eh bien, j'avais plus de poste. Le procès avait été gagné, donc Goodyear a été condamné à verser 22 millions d'euros de réparation à tous les salariés. Et puis, moi, mon retour de congé de maternité, en rétorsion à mon implication dans le dossier, on m'a dit que mon poste n'existait plus. Donc, on m'a mis dans un bureau, placard, pas loin des toilettes, à saisir des factures toute la journée. En fait, ils ont essayé de me casser, simplement parce que j'avais fait un dossier avec la CGT. Alors que j'étais dans mon droit, comme tous les autres salariés, de réclamer mon dû. Donc ensuite, à partir de 2005, le groupe a créé une filiale au Luxembourg. Et l'usine d'Amiens était tributaire du Luxembourg. En fait, l'usine n'était plus propriétaire de sa production, et c'était la filiale au Luxembourg qui gérait tout, y compris les bénéfices que l'usine d'Amiens faisait. Et au Luxembourg, oui, c'est pas fiscalisé, donc du coup c'était zéro impôt. Ils ne payaient pas leurs impôts en France, Goodyear. Et donc ils décidaient également des volumes de production à produire dans toutes les usines du groupe.
Donc ce qui fait que pendant qu'ils enlevaient de la production en France, puisqu'à une époque, Goodyear à Amiens fabriquait, c'était une grande usine qui fabriquait énormément de pneus, et ils ont fini par diviser par 10 la production. Et cette production-là, pendant qu'il la divisait en France, il l'augmentait dans une usine de Pologne. Ce qui fait que forcément, eh bien, l'usine d'Amiens a été plus rentable, puisqu'ils continuaient de payer des salariés, mais que la production, elle n'était plus aussi importante. Donc du coup, ils avaient commencé à mettre à mort l'usine d'Amiens. À l'époque, le syndicat CGT a dénoncé très tôt cette manœuvre de licenciement boursier. Et ça avait fait écho chez un candidat aux élections présidentielles, aux primaires socialistes, qui était venu sur le parking, M. Hollande, et qui nous avait dit, puisqu'il n'était pas encore assuré d'être président, donc c'était pendant les primaires, il avait dit que lui, le président, il fera une loi pour interdire les licenciements boursiers. Et lui, président, il interdira la criminalisation des élus syndicaux. Il avait fait de belles promesses. On nous avait prévenu que c'était qu'un capitaine de pédalo. Une fois élu, donc il a oublié toutes ses promesses et contre toute attente, il a créé le CICE. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le CICE, mais c'est le crédit d'impôt compétitivité emploi. C'est censé relancer l'économie et l'emploi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Gattaz, à l'époque le patron du MEDEF, il avait sorti des pins 1 million d'emplois. Ça devait générer 1 million d'emplois, ça n'a jamais généré d'emplois. Mais aujourd'hui, ça a coûté, à l'époque c'était 20 milliards, et aujourd'hui c'est passé à 40 milliards. Donc pour un dispositif qui ne fonctionne pas. Et ce CICE, quand l'usine a fermé, l'année où l'usine a fermé, donc en 2014, le groupe a touché 2 millions d'euros au titre du CICE. Donc on s'aperçoit franchement de ce ridicule de ce dispositif qui en rien ne relance l'emploi ni l'économie. Mes engagements se sont portés sur la lutte contre la fermeture de l'usine d'Amiens, et en tant que syndicaliste, on a été témoin du dumping social et financier au sein même de l'Europe, puisque ça a été délocalisé dans un pays de l'Union européenne. On a été également témoin de la domination de classe sociale entre le monde ouvrier et les dirigeants de multinationales. Et c'est cette injustice aujourd'hui qui m'anime et qui fait de moi une insoumise. On pourrait se demander comment, à partir de ces 7 années de lutte au sein de la CGT, moi, la militante syndicale, je serais légitime pour évoquer les enjeux des européennes. Et je vous propose un rapide récit de ce combat pour mettre en lumière à quel point ce drame social et économique éprouvé par plus d'1 millier de familles est bien le résultat d'un manque de courage du pouvoir politique français, combiné à un espace de jeu économique et européen sans foi ni loi. Donc je vous ai parlé du début de la mise à mort avec la création de cette filiale au Luxembourg et du fait que tout était organisé à l'avance pour mettre en fait. C'est la définition du dumping social. En fait. On sait que les travailleurs en Pologne, ils coûteront moins cher, les cotisations sont quasi inexistantes, donc du coup, ils font leur marché, ils se disent bon, on s'en fout, il y a 1200 familles qui sont là, Amiens qui travaillent, on ferme, et puis on délocalise. On délocalise. Il faut savoir quand même que le syndicat Goodyear avait été traité de syndicat extrémiste avec à sa tête des personnages radicalisés, violents, injurieux. Et un matin, j'ai eu la surprise de voir les gendarmes chez moi qui étaient venus pour perquisitionner. Et en même temps, ils mettaient en garde à vue 4 de mes collègues. Donc on s'est posé la question parce que nous, on ne faisait que notre travail de militant syndical. Et en fait, ils étaient venus parce qu'il y avait une vieille plainte d'un syndicat de cadres. Et puis,
ça leur a permis de nous mettre et en garde à vue et de faire des perquisitions. Mais c'était simplement une pression pour nous faire taire. Mais bon, ça ne nous a pas fait taire, on a maintenu quand même 7 années de lutte, même si on est fiers de la lutte et que malgré tout l'usine a fermé et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes passé devant, mais il n'y a plus rien du tout. C'est la terre, ils ont tout démoli. Il y a également, suite à cette fermeture-là, des conséquences sociales importantes. Et pourtant, les salariés de chez Goodyear, ils ne demandaient qu'à travailler. On a entendu que c'était des feignants. Le patron de Titan qui était venu visiter l'usine avait dit qu'il travaillait 3 heures par jour et qu'en France, c'était comme ça que ça se faisait, alors que c'était le groupe qui décidait de la production. Ce n'était pas les salariés qui disaient « nous on ne veut pas travailler », ils demandaient qu'à ça. Pardon ? Oui, c'est ça, c'était les commandes, la production qui était gérée par le Luxembourg, et c'était le Luxembourg qui disait bon, bah, pour la France, on leur donne ça. Ça leur permettait de faire augmenter les coûts de production et de dire voilà, les Français ne sont pas rentables. Donc, parce qu'il faut savoir que malgré tout, même si c'était difficile, les salariés, ils étaient contents de travailler. Et pourtant, c'était des conditions vraiment... moi, j'étais au CHSCT et des accidents, il y en avait un en moyenne par jour. Et parfois des accidents très graves. Et la direction, elle culpabilisait toujours le salarié. Alors que c'était à elle de maintenir les équipements et qu'il n'y avait rien qui était fait pour ça. Et elle avait caché également les produits toxiques. Et tous les jours, les salariés inhalaient des produits toxiques. Et elle avait mis des bâches. Les salariés s'étaient posé la question de dire mais pourquoi vous mettez des bâches au-dessus des machines? Ils avaient dit c'était plus simple parce que comme ça les vapeurs s'évacuaient, mais c'était simplement parce qu'ils savaient que c'était toxique, mais ils l'avaient caché. Contrairement à d'autres groupes qui avaient pris des dispositions et qui avaient utilisé des produits de substitution, eux, du fait que personne ne disait rien, ils avaient caché aux salariés. Aujourd'hui, il y a toujours une action des anciens salariés avec une association qui s'est créée pour attaquer le groupe au niveau de l'exposition aux produits dangereux. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu de nombreux décès suite à des cancers liés à cette exposition-là. Et malheureusement, c'est toujours difficile de se battre pour faire prouver que le cancer, il est d'origine professionnelle. Et puis, donc, après cette fermeture, il y a eu les familles qui se sont trouvées complètement déboussolées. Il y a eu des divorces, il y a eu des séparations, et il y a eu des suicides aussi. J'ai accompagné la jeune épouse d'un salarié. Quand il a reçu sa lettre de licenciement, il a dit on est foutu. Et il s'est suicidé ensuite, il s'est pendu. Parce que c'était trop dur. Le boulot, c'est la vie, c'est une partie de notre vie, le travail. Et là, il s'est dit on est foutu, j'arriverai pas à faire vivre ma famille. Et je faisais partie de la commission de suivi du plan de sauvegarde. Et donc on a posé la question à la direction, dire mais vous vous rendez compte de tous ces drames que la fermeture a occasionné. Et eux ils ont dit on a mis en place un plan social exemplaire. Donc on s'aperçoit du côté inhumain, ils étaient juste là pour fermer, et c'était juste pour des sous en fait, juste parce qu'ils voulaient faire des sous sur notre dos et sur le dos des salariés. Donc c'est une période très difficile et je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs hier, on attendait le résultat du jugement puisqu'il y a plus de 800 salariés qui ont porté plainte au prud'homme pour contester leur licenciement économique. Et bon, les juges prud'homaux se sont portés sont en partage de voix, donc ce qui fait qu'il va y avoir une nouvelle audience. Donc on n'aura pas le résultat tout de suite, ça va encore durer un petit moment. Donc bon, on sait que c'est comme ça dans tous les groupes. Continental, ça a mis 10 ans, là la fermeture elle a 5 ans, donc bon, mais les salariés auraient envie de tourner la page, envie de se dire bon ben voilà, on a fait payer l'employeur, et ben non, ça dure. Quand il a été question de négocier les indemnités, on s'est aperçu que tous n'étaient pas égaux face au chômage. Entre les futurs retraités qui, eux, avaient fini de payer leur maison, et puis les jeunes qui avaient encore des enfants en charge, et puis pas d'indemnité liée à l'ancienneté.
eh bien, ces salariés-là qu'on disait extrémistes, et puis qui ne connaissent rien au Nouveau Monde, eh bien, ces salariés ont décidé de mettre en commun. Et ils ont mis en commun leur droit à la formation, ce qui fait que les plus jeunes ont pu avoir, enfin les plus jeunes, je parle en ancienneté, hein, pas forcément en âge, ont pu avoir des indemnités, et les retraités pour qui il y avait moins de besoins, ils en ont eu un peu moins, mais ça a été mieux réparti. Et je pense que c'est ça la solution, c'est qu'on puisse faire en sorte que les plus solides donnent aux plus fragiles. Et c'est pas ça l'Europe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'Europe de Macron, c'est l'Europe de la finance, et c'est laissé sur le côté des gens qui sont dans le besoin. Et heureusement que ce mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui est né pour que tous ces gens puissent dire voilà, on est là, et puis il ne faut pas nous oublier, parce qu'on est important, et même si nous, on n'est pas des gens qui font partie du monde de la finance, du monde de Macron, eh bien on a le droit à la parole. Donc c'est ce que je vous disais, l'Europe doit changer, on doit stopper l'Europe de Macron, qui applique avec beaucoup de zèle les exigences de l'Union européenne. C'est cette Europe qui permet à des multinationales de délocaliser, c'est l'Europe qui permet le dumping social, fiscal, environnemental, c'est l'Europe qui permet l'évasion fiscale, avec près de 100 milliards de manque à gagner dans les caisses de l'État, alors qu'on va chercher l'argent chez les petites gens, on pourrait, grâce à l'évasion fiscale, enfin en arrêtant, grâce à l'argent qui s'évade, on pourrait l'utiliser pour la France et pas les laisser faire. Mais de toute façon, cette évasion fiscale, elle est programmée. Quand on voit que le président de la Commission, M. Juncker, enfin pas de la Commission, du Parlement européen, M. Juncker est du Luxembourg, que c'est un ancien ministre du Luxembourg, c'est pas lui qui va aller dire que le Luxembourg est un paradis fiscal. Donc là, ils ont quand même accepté de sortir une liste des paradis fiscaux, mais n'y sont pas dedans ni le Luxembourg ni l'Irlande, alors qu'il y a encore énormément d'entreprises qui vont dans ces paradis fiscaux-là. On doit mettre en place une meilleure répartition, mettre une politique de meilleure répartition des richesses, une fiscalité plus juste, une politique agricole écologique et paysannes, interdire par exemple les subventions européennes à des fermes-usines comme il peut y avoir pas loin la ferme des 1000 vaches. On doit faire en sorte que, et tout ça c'est possible si on donne, pardon, l'usine à vaches, ouais. Si l'on tient compte de la parole du peuple et pas si on s'en tient à cette élite comme Macron le voudrait. Et puis il y a également... Tu n'as pas parlé du CICE? Si, mais c'était avant que tu arrives, mais je pense que les questions, on en parlera après, si tu veux bien. Comme toujours, et puis il faut aussi en finir avec cette concurrence entre les travailleurs, hein, qui ne fait qu'accroître les inégalités entre eux. Et à la France Insoumise, nous proposons une harmonisation par le haut pour que les grands groupes arrêtent de faire leur marché au sein de l'Union européenne en cherchant le salarié qui lui coûtera le moins cher et les conditions sociales les quasi inexistantes. Alors, je ne peux pas finir, donc après de toute façon on passera à des questions, hein, s'il y a des choses que j'ai oubliées. Bon, le CICE, je ne l'ai pas oublié, mais on pourra en reparler si tu veux, Simone. Je ne peux pas finir sans parler de l'enjeu d'aller voter le 26 mars. On assiste le 26 mai, je dis pas le 26 mars, le 26 mai. On assiste aujourd'hui à un remake des présidentielles avec Macron, Le Pen. On dit attention, si vous n'allez pas voter pour Macron, c'est Le Pen qui va passer. Et on se dit que, bah oui, merde,
il veut nous faire peur, mais bon, de toute façon, ça ne marchera pas. Là, il a oublié quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a dans la rue le peuple qui s'est soulevé avec les gilets jaunes et qui dit non, on n'en veut plus, quoi. C'est fini cette politique-là où on s'est tu, où on était chez nous à pleurer parce que c'était la misère. Maintenant, on le montre et on est là. Donc, il faut que le 26, il faut montrer à Macron que non, on n'ira pas voter pour lui parce qu'il y a Le Pen, mais on ira voter pour la France Insoumise, parce qu'on a le meilleur programme avec l'Avenir en commun. Ah, puis si on veut vraiment les embêter, il faut voter France Insoumise, parce que là, ils vont l'avoir vraiment en travers. Oui. Si on a un max d'eurodéputés, ils vont avoir les super boules. Que le RN, il leur fait pas peur du tout. Non, 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 pas du tout. Mais on rappellera quand même que le Rassemblement national, parce qu'elle avait quand même dit, Marine Le Pen, qu'il y avait des similitudes avec la France Insoumise. Je crois qu'elle est tombée sur la tête, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Entre l'augmentation du SMIC qu'ils ont refusé au Parlement européen, ils ont voté pour l'augmentation du temps de travail, ils ont voté pour le maintien du glyphosate. Ils s'opposent systématiquement à toute mesure d'égalité entre les femmes et les hommes. Ils ont soutenu la directive sur le secret des affaires. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait ça empêche les salariés, les syndicalistes, les journalistes d'alerter ou d'informer sur ce que font les entreprises qui pourraient mettre en péril leur business. Donc en fait en France, le secret des affaires a déjà été invoqué pour protéger un laboratoire pharmaceutique face au scandale du lévothyrox. Les gens qui utilisaient le lévothyrox et qui ont été malades et qui ont dit on veut savoir ce qu'il y a dedans, vous ne saurez pas, il y a le secret des affaires, et en fait le groupe pharmaceutique n'a pas donné. Les vaccins des enfants, madame ? Oui, exactement, c'est la même chose. Mais tout ça par des lobbies pharmaceutiques, des lobbies de grandes entreprises. Ah, des lobbies, oui, ils fonctionnent comme ça. Et les Européens sont dragués par des lobbies. Oui, ils sont dragués, mais à l'Assemblée nationale aussi, ils sont dragués. Mais il y en a certains qui ne seront pas dragués. Je pense qu'à la France Insoumise, ils n'arriveront à draguer personne. Parce qu'on est des têtes dures et ils n'y arriveront pas. Et secret des affaires, il y a aussi les 2 journalistes qui ont révélé les ventes d'armes au Yémen. Oui, exactement. Le Yémen où il y a un génocide actuellement, où on Ouais. tue les gens à tour de bras, soi-disant que nos armes françaises ne tuent personne. Non, c'est ça. Donc ces 2 journalistes-là ont été assignés au tribunal, etc. Donc c'est grave. Donc, non, Madame Le Pen, il n'y a rien de commun dans votre programme avec la France Insoumise. Non, elle n'est pas pour l'Europe. Nous sommes pour... Elle est contre l'avortement, pour ça. Bon, on va plus se rapporter, mais bon... Non, mais il y en a... Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, alors on a l'Alabama où l'avortement maintenant est interdit. Ouais. Quelle que soit la raison, viol, tout ça. Oui, j'ai vu ça. Donc bon, on y va. Oui, donc voilà, si vous voulez des députés de combat, il faut voter pour la France Insoumise. On sera les seuls à tenir tête et puis à alerter sur toutes ces magouilles qui peuvent avoir lieu. Et voilà, pour lutter contre qu'il n'y ait pas de futur Goodyear, pas de futur Whirlpool, pas de futur Continental, eh bien il faut des députés de combat pour une Europe plus juste. Donc merci à vous. Alors, on ouvre les questions. Qui veut poser une question sur l'Europe, le rôle du député européen, et puis tout ce qui vous vient à l'esprit, on vous répondra sur le programme. Il y a Michel là. Michel, tu veux poser une question? Porte-parole des Gilets jaunes. Non, je ne veux pas poser une question. Simplement, ce matin, il y avait un reportage sur la 2, où effectivement, il y avait des militants de la Confédération paysanne qui étaient à la frontière des Pyrénées et qui dénonçaient effectivement le dumping qui existe entre les différents pays. À savoir qu'un kilo de tomates en France coûte coût de production 4 € et en Espagne 1,20 € parce qu'on fait travailler de la main-d'œuvre sous-payée, bien souvent des travailleurs immigrés, et c'est effectivement tout ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une concurrence libre et non faussée. Ce sont effectivement
en 2005, le traité constitutionnel que le peuple français, dans sa grande majorité à 55%, a rejeté, qui nous ont fait passer par la fenêtre, avec la complicité de Sarkozy. Et c'est effectivement au nom de cette concurrence libre et non fessée qu'effectivement on détruit dans les pays tels que la France, non seulement les emplois, mais qu'on détruit aussi l'environnement. Parce qu'aujourd'hui on fait des produits de merde et qu'on autorise le glyphosate. Or aujourd'hui, on n'a pas le droit de manger ni salé, ni sucré, ni trop huilé, mais glyphosaté, on a le droit. Voilà. Bravo, merci. C'est juste un témoignage. C'est le premier combat européen. Mais quand on voit, il y a aussi pour les tomates, alors les tomates, elles font un circuit, elles partent d'Europe, elles vont jusqu'en Chine, et puis elles reviennent sous forme de ketchup en France. Et on voit également pour le lait en Nouvelle-Zélande, donc en France, on va pouvoir avoir du lait qui vient de Nouvelle-Zélande, alors que nous, on a trop de production de lait. Oui, le lait de Nouvelle-Zélande, oui, quand on voit l'empreinte carbone que ça laisse, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a la viande qui est produite en France, qui part en Chine pour être attendrie avec des aiguilles, qui refait le tour du monde et qui revient en France. Alors, qui souhaite poser une question à Evelyne Becker? Après, c'est pas forcément, c'est un échange. Hein. Oui, ou un échange, bien sûr, mais c'est pour donner le micro à ceux qui veulent s'exprimer. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais vous parler des risques psychosociaux pour les entreprises. J'étais élu au CHSCT dans un foyer de vie pour personnes handicapées. Et suite à ça, il y a eu un cabinet qui est venu, un cabinet des risques psychosociaux, qui a trouvé qu'il y avait des gens qui étaient harcelés, qui étaient mis plus bas que terre. Et le fait de voter de voter à ce qu'il y ait un cabinet qui vienne, les 3 membres du CHSCT ont été reçus en gendarmerie, convoqués en gendarmerie, dont moi, 2 autres personnes. Nous avons été fichés, pris en photo, parce que la direction, elle a, avec quelques employés qui étaient en contrat à durée déterminée, c'est facile, ils sont en contrat déterminé, on leur promet un emploi, et comme ça, eh bien, ils témoignent des choses, voilà, que l'employeur a envie d'entendre. Donc nous sommes passés tous les 3, et nous sommes actuellement encore en attente de ce que va dire le procureur. Vous voyez? C'est récent? Comment? C'est récent? Ah, excusez-moi, ça date de quand? c'est récent, c'est en ce moment. Il faut aussi dire François Ruffin. Et non seulement ça, même, les gens sont mis au placard, c'est-à-dire plus bas que terre. Tu connais. Vous voyez? Et donc ça, je pense que dans la communauté européenne, il faut renforcer le pouvoir des élus, parce qu'on ne peut rien faire. Vous vous rendez compte? On se retrouve en gendarmerie, le moral il est à 0, vous rentrez chez vous. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai fait quelque chose pour essayer d'aider les salariés à pouvoir vivre mieux, à ce qu'on respecte leurs droits, et vous vous retrouvez en gendarmerie. Vous vous rendez compte? Et lorsque vous n'êtes plus élu, alors là, c'est pire. Vous n'avez plus rien dire. Vous voyez? Et la maladie, elle s'y met. Je me suis retrouvé malade, j'ai fait 2 AVC. Voilà. J'ai eu un cancer dont j'ai été soigné, mais c'est suite à tout ça. Parce que l'esprit, il est là-dedans. Et il faut arrêter ça. Il faut que les employeurs ne puissent plus faire souffrir les membres élus, les délégués du personnel. Ils ont peur, ils n'osent même plus parler, ils n'osent même plus poser les questions des salariés. C'est une honte. C'est une honte. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux, mais c'est honteux. Mais c'est honteux. C'est pour ça que l'égalité, il n'y a plus d'égalité.
On s'en rend compte, là, vous vous rendez compte, vous parlez de ça. C'est grave. C'est très grave. Mais c'est grave. Parce que Et c'est pour ça qu'il faut pas se laisser faire, il faut se révolter, parce que on va faire quoi alors on va subir des trucs comme ça pendant des années. voilà, Vous allez être malade après. Voilà. Après ils vont dire, ben, il est malade, il est déjà malade peut-être. Hein. Bon, Voilà, après un coup. c'est- Ben oui, ben oui. Vous avez raison. Ils sont Voilà. déjà malades. Vous voyez, parce qu'on m'a mis en maladie. J'ai fait à un moment donné un malaise parce que j'étais devant la direction et je lui ai dit non monsieur, j'ai fait un malaise, je suis parti par le SAMU et on a dit ben, à la sécurité sociale c'est même pas un accident de travail. Ah non, C'est une maladie. Ah, c'est une maladie, bah oui. On m'a envoyé un inspecteur de la CPLF pour chez moi Ah ouais. lorsque j'étais en arrêt pour dire ben non, il est en maladie, il n'a pas eu d'accident de travail. Voilà, on camoufle. Et puis, Ouais. un petit peu la question, on m'a dit, mais vous savez, vous pouvez aller travailler ailleurs. Ben, Ah ben ça, ouais. Voilà, j'ai 55 ans, vous vous rendez compte. Et en plus, on recule l'âge de la retraite. C'est quoi ce On ne veut plus des personnes. Ah non, oui, bien sûr. Il y a 55 ans, on ne prendra pas mal. À 55 ans, on dirait que t'es trop vieux, tu n'auras pas de boulot. Tu n'auras plus de boulot, c'est fini. Tout à fait. Malheureusement. À 55 ans, vous êtes foutu. Mais Et vous ouais. me dites, travaillez jusqu'à Mais non, 67. mais monsieur. Et les gendarmes, ils t'ont pas harcelé, les gendarmes, ils t'ont pris. Les médecins, Non, ils t'ont pas trop. Ah, Je veux dire, t'as été convoqué à la gendarmerie. Ah oui. Bon, ils ont dit quoi, les gendarmes? Ah, mais ils m'ont questionné, ça a duré 2 heures. Ah, quand même. Ah, ils m'ont questionné. Ah, ouais, ouais. Mais alors, ils m'ont même demandé si je n'avais pas un fusil, si Ah, je n'avais pas d'accord, menacé ouais, des d'accord, gens. t'es un terroriste, quoi. Ouais, Vous d'accord. envoyez en photo, Je vous comprends pas. empreintes et tout. Vous les envoyez en photo. Les fichiers. Excusez-moi, je pousse un coup de C'est normal. Monsieur, rappelez-nous le nom de l'entreprise. C'est un foyer de vie, madame. Foyer de vie d'Arbonnière. Voilà. Arbonnière. Arasol. Non, près du Santerre, vous voyez, au-dessus de la mer. Foyer de vie d'Arbonnière. D'accord. Voilà. Et c'est. Et de honte. Voilà. Et on s'occupe un peu des gens qui sont en rue. Oui. Sur le cas de, je ne sais pas comment c'est ton prénom, Hubert. Donc c'est le foyer de vie de Hérissard, c'est ça? Arbonnière. Dans le Santerre. C'est ça? Arbonnière dans le Santerre. Ouais, c'est dans le Santerre. Je peux te mettre devant parce que si tu n'entends pas. Avec le micro, tu n'entends pas? Tu peux venir. Je porte des appareils auditifs. Ah, d'accord, ok. Tu vas aller dans ça, tu vas t'entendre. Donc je ne sais pas si à quel moment tu es arrivé, mais j'en parlais exactement juste avant, parce que chez Goodyear, on a eu à subir la même chose, des gardes à vue, des perquisitions, simplement parce qu'on était syndicaliste. Donc forcément, chez Goodyear, on était beaucoup avec un syndicat fort, donc on a mis ça au grand jour, la presse, on a tout dévoilé. Bon là, j'imagine que c'est compliqué. Vous êtes combien dans le foyer? Au niveau des Des salariés. salariés. Il y a une centaine de salariés. Ah, quand même. Oui. Et donc, tu fais partie d'un syndicat ou c'est sans Je faisais partie d'un syndicat, enfin je fais toujours partie d'un syndicat, parce que je considère que bon, c'est l'été, excusez-moi. Je suis depuis des années. Je me sens quand même au niveau national, je peux comprendre qu'au niveau national, la CFDT, Oui, je l'ai oui, déjà oui, dit, oui, oui. il y a un gros problème. Après, au niveau local, sur Amiens, il y a quand même un suivi. Vous voyez, j'ai rendez-vous mardi matin. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a de l'aide de la part de ton syndicat? Parce que déjà, il faut pouvoir avoir quelqu'un en qui parler pour. C'est compliqué ces périodes-là parce que ils font tout pour casser le moral des salariés, hein, et donc ils reculent devant rien. Hein. Donc il faut. Alors il y a aussi peut-être interpeller François Ruffin et lui dire voilà. Alors on peut se voir après et puis moi je l'appelle, on voit, il vient, il fait une visite là-bas et puis vous voyez avant. Mais il faut pas laisser faire. C'est difficile parce qu'on est moins combatif quand on nous appuie sur la tête alors qu'on est en train de noyer. Mais il faut essayer de ressortir la tête de l'eau et puis pour les autres aussi, parce que aujourd'hui c'est vous, demain c'est un autre, et puis ils continueront. Quoi. Donc il faut, alors on peut se voir après et voir ça pour François et essayer de voir à ce qu'ils viennent là-bas au foyer, ou en tout cas qu'ils vous rencontrent. Je suis venu
parce que je vous ai entendu le 10 avril parler justement des soucis que vous aviez eus. Et je me suis dit, mais je rencontre le même problème. Donc je ne dois pas être seul. Ah non. Je pense que dans la salle, il y a des gens qui ont dû rencontrer ce problème-là. Il faut arrêter ça tout de suite. Oui, je vais donner la parole à Simone. Je vais témoigner parce que... Attendez. Oui, je vais témoigner parce que en ce moment, il y a un procès qui a lieu, qui est le procès de Didier Lombard, le PDG de France Télécom, où il y a eu toute une série de suicides dans les années jusqu'à 2010 à peu près. Donc j'ai bossé à France Télécom, j'étais cadre à France Télécom, j'ai fait un burn-out du même type que le vôtre. J'ai perdu l'usage de la parole, je ne pouvais plus parler, je ne comprenais plus le français. Bon, j'ai pas eu de cancer, enfin, j'espère. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait un burn-out, pareil. Et là, il s'agit d'un très grand groupe, très gros groupe. Donc, suivez ce procès de près parce qu'en fait, France Télécom a été le précurseur. Ça a été la première privatisation d'un gros groupe privé. Hein. Moi, je l'ai vécu de bout en bout. J'ai très bien vu comment ça se passait. J'ai très bien vu qu'au départ, on a acheté Orange, qui coûtait des milliards. À partir de là, on a dit que l'entreprise était en déficit. On n'avait plus de sous. J'ai fait le burn-out parce que je leur ai tenu tête, parce que j'ai pas fait ce qu'ils m'avaient demandé. Donc bon, automatiquement, voilà. Donc tout ce qui se passe actuellement a été hyper rodé pendant des années. Ça date de vieux en fait déjà. Macron il ne fait que appliquer tout ce qui a été préparé longtemps avant, par même avant Sarkozy, je pense ça. Même avant Sarkozy. Donc je ne sais plus pourquoi je demandais. Oui, je voulais parler du burn-out et France Télécom et du procès actuellement à France Télécom. Suivez-le, je vais vous dire, il s'en sortira ce gars-là, de toute façon, il n'y a pas de souci. Il a tenu ses objectifs, il a fait ce qu'on lui avait dit. Il a dit, j'ai 22 000 personnes à faire partir, ils partiront par la fenêtre ou par la porte. Il n'y avait aucun état d'âme, aucun. Et aujourd'hui, ça se passe sur des petites structures comme la vôtre, quoi. C'est grave, c'est très grave. Donc il faut se battre, et il n'y a que France Insoumise, il n'y a que François Ruffin qui a proposé un projet de loi, enfin une loi pour le burn-out. Je suis allée témoigner à François, je vais parler de mon burn-out, je lui ai dit jamais tu en parleras, parce que Delphine Ernotte, qui était la responsable RH à l'époque, qui a réussi ses objectifs aussi, elle s'est retrouvée PDG de France Télévisions. Donc bon, je dis, et puis effectivement, il n'en a pas parlé, mais bon, toujours est-il que, qu'est-ce que je voulais dire? Je disais, tu vois, ça c'est les conséquences. Dans les petites, maintenant, c'est également dans les petites structures. Oui. Là, c'est une structure associée. Oui, voilà, François Ruffin a fait un projet de loi pour le burn-out. Il a voulu simplement, c'était clair et c'était tellement évident, que les burn-out constatés soient pris en compte comme maladie professionnelle, et que ce soit la sécurité sociale qui paye les frais, non, l'employeur qui paye les frais. Parce qu'aujourd'hui, c'est la sécu qui paye les frais de tout ça. L'employeur n'est pas du tout embêté. Du tout. Parce que vous avez moins de salaire. Vous avez moins de salaire en allant, votre salaire il diminue. Quand vous avez je sais. Pendant malade, de ce fait-là, oui. Votre salaire diminue. Ah mais moi je suis passée par tout ça, maladie professionnelle, j'ai eu demi-salaire. À un moment ils se sont débrouillés pour que j'ai plus de salaire du tout. Pendant quelques mois j'ai plus de salaire du tout. Donc voilà. Et puis après, quand c'est reconnu comme maladie professionnelle, moi j'ai gagné contre France Télécom. Ça a été reconnu comme maladie professionnelle. Donc tout ce que la mutuelle m'avait donné en demi-salaire a été remboursé à la mutuelle. France Télécom étant jugée responsable, a tout remboursé à la mutuelle. Par contre, moi, j'ai été imposée là-dessus. Et là, j'ai une dette sur 3 ans aux impôts. C'est vraiment voilà. Vous l'envoyez à Macron ou la dette? Oui. Bon, il y a beaucoup à dire. Suivez ce procès parce que ça va être riche d'enseignement. Et là, Pellico, elle a dit aujourd'hui, je crois, avoir vu ça dans la presse, que le burn-out n'était pas une maladie du travail. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle a dit ça aujourd'hui. Moi, je suis tombée dans une période où France Télécom a reconnu le burn-out comme maladie professionnelle. Pendant 6 mois, je suis tombée dedans. Et vous l'avez donné
Donc voilà, et en plus, comme je savais qu'il y avait un procès, je me suis posée volontaire pour être participer. Alors ils ont tout fait pour que je dégage le plus vite. Ce qui est grave, Madame Descartes, voyez-vous, je veux dire, c'est que nous nous occupons de personnes qui ont un handicap. Ouais. Et on nous parle de compétitivité. Vous vous rendez compte de la compétitivité avec des personnes qui sont en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on est compétitif? Mais on ne peut pas être compétitif puisqu'on s'occupe de personnes qui ont des besoins. Mais c'est ça qu'il veut Macron, hein. C'est qu'il n'y ait plus de service public et que ça devienne comme des entreprises privées. Voilà. Et on vous parle de Et qu'on parle de compétitivité, rentabilité, ça se passe dans les rentables. Voilà, rentabilité. Si on s'entend, ils vont mourir, comme ça ils sont trop libres. bientôt ils vont mettre l'euthanasie en place. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions à Evelyne? Sur le vécu personnel, sur la façon jusqu'où ils sont capables d'aller. Je lui fais rappel à des structures d'EHPAD comme sur mon épouse, et je recevais à la maison des publicités de Sénoria et d'autres sociétés de ce type en écran, en me disant en fait les bénéfices en investissant dans les EHPAD. Vous vous rendez compte du scandale que c'est? Mais les directeurs d'EHPAD sont extrêmement riches. Hein. Les EHPAD privés, donc il faut se faire donner les moyens pour avoir des EHPAD publics à la disposition de tout le monde. Parce que ce qui vient de s'installer, là, je ne sais plus comment ça s'appelle cette résidence. Domitis. Vous n'avez qu'à regarder les tarifs. Les choix qu'il faut pour leur clientèle. Par contre, il faudra les choses. Il ne faut pas le traiter comme c'est pas possible. Justement, on est allé, il y avait une réunion publique lundi à Doulan, on était avec Eric de Doulan, il est là, il est en train de filmer, et Anne-Sophie Pelletier, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est 5e sur la liste de la France Insoumise. Elle travaillait dans un EHPAD, elle a écrit un livre, EHPAD honte à la française, et on est allé visiter l'EHPAD de Doulan, qui est un EHPAD public. Et bien elle travaille dans un EHPAD dans le Jura. Il y a double de personnel à l'EHPAD public à Doulan de l'EHPAD privé où elle travaille. Et donc elle était stupéfaite de se dire, ah bon, vous êtes autant de personnes pour vous occuper des personnes âgées. Mais, et encore, ils ne sont pas assez à Doulan. Donc j'imagine comment ça doit se passer dans le Jura, dans les EHPAD privés, alors qu'il faut savoir aussi que le personnel est payé avec des fonds publics dans les EHPAD privés. Donc, et tout ça, c'est cette politique d'austérité imposée par l'Europe où Macron il est à genoux devant Merkel en disant oui on va faire, il fait même plus que ce qu'on lui demande et où on essaye de casser le service public alors qu'il faut qu'on puisse maintenir nos services publics de qualité justement pour empêcher tout ce profit que se font des groupes privés. Et maintenant, on appelle ça l'or gris pour les investissements qui sont sur les personnes âgées. Enfin, c'est devenu dramatique. En plus, on culpabilise ces gens-là d'avoir eu des années dorées, d'avoir bien gagné leur vie, etc. Exactement. On les culpabilise en leur disant qu'ils devraient avoir honte. Il y a eu combien de la mort avec les pompes funèbres, puis maintenant il y a combien de salades. Qui veut poser une question au niveau des élections européennes? Vous avez posé, vous avez non, merci. Oui, mais c'est grave. est-ce que quelqu'un voudrait en savoir un peu plus au niveau des élections? Parce qu'on peut faire 26, on va tous voter. Bah, c'est ça, on met une plaque à Macron. Tout ce dont on vient de parler, ça peut changer le 26. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a et c'est pas la Le Pen qui change. C'est qu'à brûler tout dur. Ouais, mais on est avec maintenant le peuple. Il y en a une qui est marquée sur Internet, c'est un petit panier et tout le monde. Mais j'ai pas l'eau que vous devant chez les écoles. Dans le jaune. Non, ce qui me trouble, enfin là, on parle de conditions de travail, de harcèlement au travail, comme tous les deux vous l'avez vécu, comme Evelyne l'a vécu. C'est la différence, et Evelyne en a parlé tout à l'heure, la différence de classe sociale. Quand on voit, enfin, je ne sais pas si vous avez vu l'anniversaire de Carlos Ghosn, oui. À l'aristocrate qui a coûté des centaines de milliers d'euros, quand on voit que les dividendes n'ont jamais été aussi grands dans notre pays, qu'il n'y a jamais eu autant de milliardaires, pourtant, il faut fermer les gares,
On a vu la réforme de la SNCF aujourd'hui, enfin l'année dernière, qui pousse à fermer des gares, qui supprime le stage des cheminots. Les cheminots coûtent trop cher, les retraités coûtent trop cher, les fonctionnaires coûtent trop cher, dans le privé, il faut baisser le SMIC parce que ça coûte trop cher. Et eux, ils s'en foutent plein les fouilles et il n'y a pas de problème, quoi. Et c'est en lien direct avec l'Union Européenne parce qu'au sein même de l'Union Européenne, il y a des paradis fiscaux. C'est ça qui est quand même pas. Quand on réfléchit sur ça, dans une même union économique, il y a des paradis fiscaux, c'est-à-dire des pays qui peuvent voler d'autres pays alors qu'ils sont dans la même union économique. Non mais, et les traités actuels dont la France Insoumise veut sortir, ces traités interdisent l'harmonisation fiscale et sociale. C'est-à-dire qu'ils interdisent qu'on crée un SMIC européen par exemple, ou qu'on interdise les paradis fiscaux. Les traités actuels interdisent de combattre ces politiques-là. Donc cette Union européenne-là, elle n'est pas possible. On ne peut pas discuter avec elle. Il faut, enfin si, discuter avec elle, mais au bout d'un moment, faut taper du poing sur la table. Quoi. On ne peut pas y aller gentiment, comme ça. Enfin, gentiment, ils ne sont pas allés du tout, mais bon, enfin, ils ont dit qu'ils y allaient gentiment. Sarkozy, Hollande, Macron, etc. Ils arrivaient, ils disaient, ouais, est-ce qu'on signe? Oui, merci, au revoir, machin. Il faut s'exprimer. Et la France, c'est pas la troisième roue du carrosse. On est la deuxième puissance économique du continent. On est la deuxième population du continent. On a notre mot à dire dans l'Union européenne. On n'est pas comme les copains grecs qui ont subi, les Grecs qui ont subi l'austérité de manière incroyable. Il faut voir le taux de suicide, la mortalité infantile commence à augmenter depuis l'austérité en Grèce. Ah oui. Parce que ça nous tue, l'austérité, ça nous tue socialement, ça nous tue concrètement. l'argent à la Grèce en faisant du bénéfice. Oui, c'est aussi dans le programme de la France Insoumise d'ailleurs le fait que la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, elle prête aux banques privées et les banques privées prêtent avec des intérêts aux États. Non, il faut que la Banque Centrale Européenne fasse son rôle, c'est-à-dire qu'elle prête directement aux États, à taux zéro. Là, tout ça, c'est encore je vous invite Il n'y a plus du tout de banque publique. Avant, il y avait la banque publique avec des fonds publics. Il y avait des fonctionnaires, et ça a été supprimé. Et c'est depuis ce temps-là, je crois que ça date de quand? Ça date de Valéry Giscard d'Estaing, je crois que c'est vieux, hein, c'est vieux, 71, où toutes les banques sont devenues à fond privées. Indépendantes. Et pour qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait autant de public. Et c'est pour ça que ça se casse la gueule. Enfin, pas pour eux, mais pour nous. Sauf quand elles sont en faillite et que c'est avec l'argent public qu'on les renfloue. Alors, France Télécom a renfloué Crédit Lyonnais, Crédit du Nord, on a renfloué tout ça avec les fonds France Télécom. C'est quand même bien sûr, à la fin. quand je vous parle de fonds publics, c'est ça. Je finis rapidement, mais enfin, après, évidemment, je pense qu'il faut voter pour la France Insoumise, donc la France Insoumise soit le plus haut en termes de vote. Mais il ne faut pas croire que cette élection va tout changer du jour au lendemain. Même si on fait un bon score, tout ne va pas changer dans l'Europe en deux coups de cuillère à peau. Ça prendra du temps. Il y a les élections européennes, mais il y a d'autres élections qui vont arriver. Il faut vous laisser faire, quoi. Il ne faut pas continuer à laisser l'Europe dans son état. Et la solution, comme je reviens vite sur ce qu'a dit Evelyne, après je laisse la parole, mais la solution, elle est de notre côté. Enfin, comme l'a dit Evelyne, le Front National, au Parlement, enfin le Front National, le Rassemblement National, c'est pareil, tout ça. Au Parlement européen, a voté contre l'augmentation du SMIC, a voté pour l'augmentation des heures dans l'Union européenne, de l'augmentation du temps de travail. Le Rassemblement National est fondamentalement contre les travailleurs. Et les harcèlements, la détérioration des conditions de travail, etc., c'est pas à cause du migrant qui fuit la misère que ça arrive. C'est à cause de Carlos Ghosn, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est à cause des grands patrons. Et le Front National ne veut pas combattre ces gros lobbies, ces gros patrons-là. Et ceux qui les combattent, c'est beaucoup d'idées jaunes. Vous rappelez les amis de Mme Le Pen au niveau européen, c'est M. Orban en Hongrie, vous connaissez la mesure sociale qu'il a prise dernièrement. Les ouvriers, enfin les employés, les ouvriers sont obligés de faire, je crois, pendant 6 mois des heures supplémentaires. Ils n'ont pas le droit de discuter, on leur impose des heures supplémentaires. Ils ne pourront être payés qu'au bout de 6 mois. C'est le nouvel esclavage, c'est-à-dire c'est les amis de Mme Le Pen. Oui, je voudrais quand même évoquer, on a parlé de beaucoup de procès, il y a un procès également qui est à suivre actuellement. Moi je ne le suis pas ou très peu parce que je n'ai pas les médias, mais c'est le procès du maire de Levallois-Perret. Alors il y a quand même en France des politiciens qui sont honnêtes et qui ont travaillé toute leur vie de manière vertueuse, puisqu'il a osé déclarer à ses juges
hein, que lorsqu'ils ont commencé la politique, lui et sa femme, ils étaient riches. Et 30 ans après, ils s'est déclaré pauvres. Mais dans quel monde ces gens-là vivent? On lui a pris sa maison. On lui a pris sa maison. On va le mettre en prison. Un fonctionnaire lambda. On va le mettre en prison parce qu'il doit avoir longtemps dans le prison. Il a plus de retraite, il a plus d'indemnité, il a à la Sylvain, allô, un petit peu pour les autres. Excuse-moi, non, je discute avec toi. Non, moi je voudrais qu'Evelyne nous rappelle que la France Insoumise, elle n'est pas seule au Parlement européen et qu'il va y avoir des alliances, parce qu'on peut se poser la question, mais comment un parti en France, notamment la France Insoumise, peut réussir à exister au milieu de, je ne sais plus, 800 autres députés, c'est ça à peu près? Et donc voilà, j'aimerais qu'elle revienne un peu sur les alliances qu'il va y avoir avec des équivalents de la France Insoumise dans l'Europe. Elle peut répondre peut-être, Evelyne, tu veux? Oui, moi je voulais évoquer simplement un petit problème. Je crois que 3% de déficit de la dette, ce sont les traités européens, c'est comme ça, je dis, c'est de la pipi de chat. Par contre, 3 degrés supplémentaires sur la surface de la planète, c'est effectivement la catastrophe. Ouais. Et s'il n'y a pas effectivement un combat contre le réchauffement climatique, que l'on fasse une planification écologique qui est incompatible avec le capitalisme, parce que c'est faire du pognon, c'est un truc privé, alors qu'il y a un combat d'intérêt général. Ça passe aussi dans notre pays par nos terres qui sont complètement appauvries, une agriculture qui est simplement l'agro-business, et il s'agit de nourrir la population avec des produits sains. Et je crois qu'on doit envoyer au Parlement européen des lanceurs d'alerte, des têtes dures, comme les 17 députés de la France Insoumise. Il y a François Ruffin, il y a Quatennens, il y a Caroline Fiat. Ce ne sont pas des gens qui ont fait l'ENA ou des études. Ils ont tous bossé, ils connaissent effectivement la situation sociale des uns et des autres. Evelyne Becker connaît la situation des salariés. Notre tête de liste, Manon Aubry, a travaillé pour une ONG, Oxfam, contre les paradis fiscaux. Donc quand elle va aller au Parlement européen, elle saura de quoi elle parle. Et effectivement, le combat, il n'est pas perdu. Un seul député insoumis au Parlement européen a permis de faire voter la loi au Parlement européen contre la pêche électrique. C'est-à-dire que c'est les Néerlandais qui ont mis ça en place, ont détruit toute la richesse aquatique, au détriment, simplement pour le profit, au détriment effectivement de la grande masse de la population. C'est un enjeu central, c'est ce combat qu'on doit engager. Bravo Michel, oui, effectivement, sur le cas de la pêche électrique récemment, Younous Omarji, qui est député européen pour la France Insoumise, a permis que la pêche électrique soit interdite. Donc c'est un beau combat. Comment il a fait? Il est seul, mais il a vu d'autres parlementaires avec qui il a discuté, il a bien défendu son dossier, il a convaincu et il a gagné. Alors sur la question de Jean-François, donc il y a des alliances qui se font avec Maintenant le Peuple, qui réunit la France Insoumise, je ne connais pas là, en mémoire tous les noms des partis, donc je sais que c'est il y a le Danemark, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, la Finlande, donc, et je ne sais pas les noms, donc ça permet d'avoir déjà des alliances. Je l'ai dit au début, mais bon. Mais bon, je vais chercher, je pourrais les donner, vous les donner après pour ceux qui veulent savoir. Et pour être encore plus nombreux au Parlement européen et pouvoir faire entendre cette voix et être des lanceurs d'alerte, comme le disait Michel, et pouvoir être des députés qui sachent retourner la table et puis taper du poing sur la table pour dire non, ça on ne peut pas laisser passer, comme la pêche électrique. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu, hein, dans la presse on ne l'a pas vu beaucoup, mais c'est un drame pour les fonds marins. Oui, ils avaient fait un reportage pour montrer
il est passé à la télé, mais bon, tout le monde ne l'a pas vu et je pense que c'est vraiment un combat qu'il faut défendre. Qui veut poser une question sur le rôle du préciser, en particulier, on peut s'appuyer dans ce groupe au niveau du Portugal, le bloc des gauches, et le bloc des gauches a imposé au gouvernement portugais, qui est un gouvernement avec un président socialiste, mais qui entend, comme il n'y a pas la majorité absolue, entend les propositions du groupe des gauches, et en particulier, ils ont refusé le plan d'austérité que leur imposait l'Europe, quand je dis l'Europe, la Commission européenne, c'est-à-dire Juncker et compagnie, c'est-à-dire on a quelqu'un là, on a un groupe, qui auront évidemment des députés, je pense, au niveau du Parlement de Strasbourg, qui a une pratique de bataille contre les directives. Les directives, c'est les lois, entre guillemets, européennes de la Commission, et qui pourra mener avec nous les batailles suivantes pour gagner. On peut gagner, même si ce n'est pas des événements globaux, mais même à ce niveau-là, on peut gagner. Qui veut encore poser des questions sur les élections européennes, le rôle du député européen, sur la casse des services publics organisée par Bruxelles? Comment est-ce qu'on peut faire pour revenir sur les traités? Comment est-ce qu'on peut faire pour revenir sur les traités? Parce que c'est les traités qui nous ont mis le nôtre, en fait. Est-ce qu'on peut les modifier? Est-ce qu'on peut faire un coup de force et puis... tu sais quoi? Attends, tu veux répondre? Oui, je peux répondre aussi. Non, je ne pense pas que les traités, on va les modifier comme ça. On envoie aujourd'hui des députés pour alerter toute la population européenne, mais les traités se feront effectivement au niveau de l'État. Donc, c'est pas Macron qui va changer les traités, puisqu'il est dedans. Donc effectivement, il nous faut patienter jusqu'à 2022, les prochaines élections présidentielles. Ça serait leurrer les gens de dire qu'on va modifier les traités aujourd'hui. Ça sera pas dans notre capacité. À moins qu'il se passe quelque chose d'irréversible et que Macron soit démissionné, ça peut arriver dans la situation sociale de notre pays avec le mouvement des Gilets jaunes. Je vous signale quand même qu'en fait aujourd'hui, les 6 mois de combat dans notre pays. Hein. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, que c'est à Amiens le 25. Le grand rassemblement des... Le 26, c'est les votes. Le 26, c'est les votes. Le 26, c'est les votes, ouais. Le 24, c'est Il est là, on lâche rien. On lâche rien.